I won more premierships alone. Ready! To be honest, we get fed up with it. Your job is to tell the truth, right? That's your job. Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. I look at you, not because you give information, I don't know if it's you. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. Aujourd'hui, nous continuons notre série Tour d'Europe. Et c'est au tour de la Real Sociedad qui affrontera Manchester United en 16e de finale d'Europa League. Pour ce faire, nous accueillons François-Miguel Boudet de Furia Liga. Salut François. Salut Yann, comment tu vas? Ça va bien, il fait un peu froid mais tout va bien. Et toi? Ça va. Il fait bon. Ah, tant mieux. Du coup, la Real Sociedad, on en parlait avant le podcast, mais moi quand j'entends le nom de ce club, je pense directement à la saison 2002-2003, qui est, voilà, pour moi, c'est la réminiscence à l'enfance, avec cette formidable de seconde place, et surtout avec ce duo d'attaquants, Nihat Kavađe et Darko Kovačević. C'était quelque chose, non, à l'époque? Ouais, c'était quelque chose. D'ailleurs, le souvenir de Ronaldinho est toujours très présent à San Sebastian et aussi en France, évidemment avec ce qu'il a réalisé à Nantes, mais aussi par la qualité de ses analyses comme consultant et comme entraîneur de la Real Sociedad. Il a d'une certaine manière, il a mis la Real Sociedad sur la carte pour les Français. Donc terminer deuxième du championnat d'Espagne, c'était quelque chose d'immense. Et puis il y a eu de très grands joueurs dans cette équipe-là. On va citer peut-être le plus grand de tous, Xabi Alonso, qui avait 20 ans à l'époque, mais qui ensuite a eu une immense carrière, notamment à Liverpool avec l'équipe d'Espagne. Et puis, tu en as parlé, il y avait Taifun, il y avait Valéry Carpin, oui, évidemment. Et puis un certain Javi de Pedro, qui est une légende du club et qui était, figure-toi, qui était en balance avec un certain Unai Emery avec la B de la Real Sociedad. Et puis finalement, Unai Emery s'est blessé au genou et Javi de Pedro a pris toute sa dimension un cran au-dessus, et très sincèrement, et je pense que même Unai est d'accord là-dessus, De Pedro était un bien meilleur joueur que lui. Mais voilà, c'est pour te donner une idée un peu de cette équipe. Il y a même un certain Stéphane Collet aussi dans cette équipe qui rappellera des souvenirs aux supporters de Strasbourg. Tu as quand même dit que Xabi Alonso avait 20 ans, c'est possible ça? Oui, c'est il a eu 20 ans. On l'a toujours vu, avec cette barbe ronde, c'est toujours un peu un jeu de vieux bricard, mais oui, c'est à la Real Sociedad qu'il a forgé son caractère. D'ailleurs, il est à la Real Sociedad, il est revenu en tant qu'entraîneur du Santos, et qui est la B de la Real Sociedad, donc peut-être que dans quelques années, et dans 2-3 ans, peut-être qu'il sera entraîneur principal de la Real Sociedad, et je pense que c'est un de ses plus grands rêves. Ben, on lui souhaite et on lui souhaite aussi d'avoir une carrière à la hauteur de sa carrière de joueur. J'ai pas trop de doutes, figure-toi, sur ses capacités de coaching. Et oui, non, on connaît tous la qualité du joueur qu'il a été, oui, et de sa vision comment on pourrait dire, périphérique, ouais, panoramique du jeu, et je pense que ça va se refléter dans sa carrière d'entraîneur. Oui. Et voilà, et tu as aussi dit que la Real Sociedad en fait a été placée, enfin comment je peux dire ça, a été mise à jour pour les Français, mais en Espagne c'est quand même déjà quelque chose pour les Espagnols. On parle de ce double titre, de ce back-to-back de championnat en 81 et en 82. Voilà, c'est pas des inconnus. Non, c'est pas des inconnus, c'est un très grand club espagnol. Évidemment, dans l'imaginaire, c'est moins connu que l'Athletic, parce qu'il n'y a pas une grande politique de formation. Zubieta est un très, très grand centre d'entraînement en Espagne. Il faut énormément de joueurs, là, même dans l'équipe actuelle, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent du centre, mais c'est pas une politique du tout basque, en fait. Donc c'est peut-être moins connu, peut-être un peu moins romantique. D'ailleurs, c'est un sujet de discorde entre les dirigeants des deux clubs. Il y a une sorte de rivalité par rapport à ça, en disant, les gens de la Real Sociedad disent que l'Athletic est quand même hypocrite, parce qu'à chaque fois ils ouvrent un peu plus les frontières et trouvent de nouvelles combines pour récupérer des joueurs qui ne sont pas forcément vraiment basques, avec les systèmes d'accords entre clubs et des choses comme ça. Ils ont élargi aussi beaucoup à la province très large du Pays Basque, tout ça va jusqu'à la Navarre, qui fait partie de l'Euskal Herria, si tu veux. C'est l'ensemble, il y a 7 grandes provinces qui forment le Pays Basque, 5 en Espagne, 2 en France. Et la Navarre est un grand pourvoyeur de joueurs
de l'Athletic. Je vais te citer Raúl Garcia, Iker Muniain, si je ne me trompe pas, et Mikel San José encore récemment, qui viennent tous du même quartier de Pamplune. Voilà, et eux, en fait, la Real Sociedad alterne entre cette formation-là et des joueurs venus d'ailleurs. Je vais te citer Antoine Griezmann, évidemment, oui, qui était formé là-bas, mais qui est français. Carlos Vela, qui a joué en Angleterre, oui, aussi, qui est un très beau joueur. Mais dans les hommes du titre de ce back-to-back, évidemment, Luis Arconada, qui est bien autre chose qu'une erreur en finale de l'Euro, qui est un des plus grands gardiens de l'histoire espagnole. Ufarte, Sastrustegui, voilà, il y a eu ensuite Vaquero aussi, qui a ensuite joué au Barça. Voilà, c'était une très très grande équipe qui a réussi le doublé. Et puis après, c'est l'Athletic Bilbao, l'Athletic, pardon. Faut jamais dire Athletic Bilbao quand on est un puriste. Athletic Club, qui a réalisé le doublé à son tour avec Javier Clemente comme entraîneur et Zubizarreta dans les cages notamment. Voilà. Oui, d'ailleurs, nous on pourrait aussi dire Athletic, d'ailleurs, vu l'histoire de cette équipe. Exactement, bien sûr. On va pouvoir parler un peu de cette saison dernière. Donc 6ème place, et c'est quand même un exploit en soi, ou c'est logique? Non, c'est quand même la Real Sociedad, c'est quand même une équipe qui est régulièrement dans le top. En plus, c'est Manuel Alguacil qui gère depuis le banc, et c'est vraiment un homme du club. Il a entraîné la B, puis là, en fait, il a fait l'aller-retour en fait plusieurs fois. Ça joue bien en fait. Je vais te citer aussi Philippe Montagnier, à l'époque où il y avait Antoine Griezmann. Ah oui. Quand ils sont montés Griezmann a commencé à bien jouer quand ils sont montés de Segunda à Primera, et ensuite il y a eu Montagnier. Ils sont aussi allés en Ligue des Champions, ils avaient éliminé Lyon, notamment cette bicyclette de Griezmann à Gerland. Puisqu'on est sur un podcast britannique, et il y a eu David Moyes, qui n'a pas forcément très bien, qui est resté un an, qui n'a pas forcément très bien marché. Il a été remplacé par Rodrigo Sacristan, qui est un très grand joueur du Barça, qui avait pris la B du Barça, il l'avait mis sur le podium de deuxième division. Ça jouait très très bien, il est resté 2 ans et demi, ça jouait très bien. Ça a pris du temps pour revenir. Alguacil a fait un premier intérim de quelques mois en 2018. Acer Garitano, qui avait très bien marché avec les Ganes, a tenté sa chance, mais avec très peu de succès. Depuis décembre 2018, c'est Alguacil. Alguacil, d'ailleurs, ça veut dire le shérif en espagnol. Et depuis, ça joue bien. Il y a vraiment de très bonnes intentions. Il a été prolongé récemment, d'ailleurs. Preuve que le club lui fait maintenant réellement confiance, c'est-à-dire qu'il le voit vraiment comme un numéro 1 et pas comme un intérimaire. Et voilà, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Ils ont fait un très très joli recrutement, notamment un joueur qui m'est cher à mon cœur, qui est David Alcino Silva, qui était blessé, qui est revenu la semaine dernière, ce week-end, contre Cadiz, et qui sera prêt pour jouer Manchester United. C'est vraiment une équipe qui joue bien au foot, qui a été leader en début de saison, avant d'avoir un petit creux. Mais vraiment, ça joue bien au foot. Moi, c'est vraiment le foot qui me plaît. Alors quand ils sont à 100%, c'est du très bon niveau. Justement, est-ce que tu peux me décrire un peu le jeu d'Alguacil, du shérif? Alors, il a commencé, il peut jouer en 4-2-3-1, mais là, ces derniers temps, c'est surtout du 4-3-3. Après, évidemment, ça dépend toujours des blessures et voilà. Mais là, réellement, ça joue depuis le début de l'année. Ça s'est vraiment installé dans un 4-3-3 qui veut être offensif. C'est important de dire, parce que tu peux jouer en 4-3-3, mais avec une volonté d'être surtout sur tes bases. Il y a Mikel Oyarzabal, évidemment le capitaine, qui sait tout faire. C'est vraiment le des meilleurs joueurs de la saison. Mikel Merino, qui revient en Espagne après un petit passage à l'étranger, qui est devenu international, et qui vraiment a fait un très bon début de saison. Il a un peu baissé en fin d'année, mais là il revient pas mal. Adnan Januzaj, évidemment, qui est très connu, qui va retrouver son ancien club. Silva, Iaramendi, qui revient aussi de blessure, qui est pas capitaine cette année parce que c'est surtout Oyarzabal, mais qui est capitaine dans l'âme à la Real. Nacho Monreal, qui est venu d'Arsenal. Oui, légende aussi. Voilà. Alex Remiro, qui est un très bon gardien également, et devant Alexander Isak, qui cette année prend vraiment
une dimension supplémentaire, d'autant que Willian José, tu en parlais, je pense après, vient d'être prêté aux Vols. Donc il est clairement l'attaquant numéro 1 de la Real, et là il est très 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 en forme. Oui, on va parler un peu de ce jeune joueur. S'il continue comme ça, il va se retrouver dans un top club, non? C'est un top club, la Real Sociedad. Mais oui, Pardon, je comprends ce que tu veux dire. D'ailleurs, je crois qu'il y a une clause à 70 millions, mais le Borussia Dortmund serait très chaud pour le faire revenir parce qu'ils ont une clause préférentielle à 30 millions, de ce que j'ai lu. Et dans l'hypothèse où Haaland partirait, ce qui est quand même c'est une possibilité, malgré un marché qui est évidemment à cause de la crise particulier, qui préfère baisser les prix. Mais lui, il aurait une clause préférentielle à 30 millions pour retourner en Allemagne. Donc ce serait une éventualité, à moins que la Real parvienne à accéder à la Ligue des Champions, ce qui me semble très hypothétique cette année, parce qu'il y a quand même pas mal d'écart. Mais après, Séville joue sur beaucoup de tableaux. Séville est 4e. Il y a 7 points d'écart, même s'il y a un match en moins du côté de Séville. On ne sait jamais avec la multiplicité des matchs. Séville joue encore la demi-finale de la Coupe du Roi, il y a la Ligue des Champions. Peut-être que ça me semble assez compliqué, mais européen, oui, je les imagine très très bien européen encore une fois. Et pourquoi pas faire un bon parcours en Coupe d'Europe. Mais voilà, ouais, Isaac, évidemment, il a développé des capacités dans le jeu vraiment, vraiment très très intéressantes. Et dans cette équipe-là, c'est vraiment une énorme plus-value. Oui, et d'ailleurs, oui, donc tu as dit qu'il a pris de l'importance surtout depuis le départ de Willian José à Wolverhampton. Et justement, ce départ-là, est-ce que c'est bénéfique pour la Real Sociedad ou alors c'est une vraie perte? Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc, je l'aimais beaucoup déjà à Las Palmas, quand il joue à Las Palmas. C'est un joueur qui peut servir de point d'appui, qui est très bon de la tête. Après, Willian José, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il voulait partir. Tottenham était dessus, il a failli partir à Tottenham. Pour un très bon prix, parce qu'il avait une clause très élevée. D'ailleurs, il a été cité aussi dans le moulin à rumeurs pour l'Olympique de Marseille. Moi, je peux te dire tout de suite, vu des clauses, c'était impossible qu'il signe. C'était pas possible. Mais pour un club anglais, ça peut très bien marcher. Je crois qu'en plus, ils ont besoin d'un remplaçant pour Raúl Jiménez qui est éloigné pendant un moment des terrains. Donc, c'est plutôt. En plus, il parle portugais, ce qui est quand même un gros avantage quand tu signes aux Wolves. Mais. C'est un joueur qui était titulaire et qui a fini par devenir un très bon facteur X. Mais c'est vrai que lui, peut-être qu'il avait envie d'autre chose, peut-être de gagner un peu plus d'argent aussi, parce que la Real Sociedad, c'est pas le club le plus riche d'Espagne. Alors que voilà, à Wolves, il y a certainement beaucoup, beaucoup plus à se faire, et puis aussi parce que le championnat est très attractif. Donc ça joue bien aussi aux Wolves. Donc je pense que tout le monde est content dans cette histoire. C'est un win-win mouvement, on va dire. Oui. Mais puis la Real s'est bien renforcée en prenant Carlos Fernandez, qui joue à Séville, qui joue pas beaucoup, mais qui est un joueur avec beaucoup de potentiel. Je pense qu'on va en parler très vite dans Foya Liga. On va parler de Isaac, ça c'est une certitude, et de Carlos Fernandez. Et puis ils ont aussi Jon Bautista en remplaçant à la Real. Donc la Real n'a pas trop perdu au final, parce que Isaac est un bon joueur de tête aussi. Bautista a mis 2 buts en 5 matchs en Europa League. Donc non, je pense que tout le monde est gagnant dans cette histoire. Oui, d'ailleurs je me demande à combien s'élève l'option d'achat, parce que j'ai pas du tout trouvé le chiffre. Je pense qu'il n'est pas public. Alors je sais pas, je crois qu'il y avait une clause à 50 millions, mais je pense pas qu'elle va être aussi élevée, parce que déjà il a pris de l'âge. Je pense que c'était très bien négocié. Je sais plus comment il s'appelle, cet agent qui s'occupe beaucoup avec les vols. Je crois qu'il s'appelle George Mendes, comme ça. Donc je pense que ça va aider. Non, je pense que s'ils en tirent 20 millions, ce serait déjà pas mal. Parce que je crois qu'il a. J'ai pas ces chiffres en tête, j'ai vérifié, mais je pense qu'il a il va avoir. Il a 29 ans. Ouais, j'allais dire, je sais plus s'il avait 29 ou 30 ans. Donc voilà. En plus, il est né le même jour que moi, ce qui est quand même un gage de qualité. Je dirais pas les années d'écart, mais voilà. Et d'ailleurs, il est le même jour que Nihat. Ça te fait une petite référence. Peut-être que. Mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, Transfer Market le fixe à 20 millions. Donc voilà. Mais je pense que le mouvement est bon des deux côtés. Carlos Fernandez a besoin de jouer aussi. C'est un joueur qui est bien coté en Espagne, qui nécessite des minutes, avoir une équipe qui joue bien au foot. Non, franchement, je pense que c'est vraiment le bon choix au bon moment, je pense. Oui.
Du coup, cette confrontation de la Real Sociedad et de Manchester United, d'ailleurs, c'est pas la première. Il y en a déjà eu une justement en 2013-2014. C'était en Ligue des Champions. Manchester United en fait du coup le match il y a eu 0-0 du coup en Espagne. Puis au match retour, il y a eu 1-0 pour Manchester United et l'entraîneur de Manchester United d'ailleurs c'était David Moyes avant de une vieille connaissance. Voilà, une vieille connaissance. Et il y avait déjà du coup le joueur dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, Januzaj, du coup, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, C'est ça. qui jouait à Manchester United et qui est maintenant aujourd'hui à la Real Sociedad. Voilà, donc c'est assez drôle. Et d'ailleurs voilà, donc j'ai réussi à retrouver d'ailleurs que c'est simplement la deuxième équipe que la Real Sociedad a affrontée d'ailleurs. La première c'était Liverpool en 75-76 au deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Et Liverpool avait gagné face à la Real Sociedad. Et c'est d'ailleurs cette année où Liverpool remporte cette coupe. Donc, on va pouvoir parler un peu de ce match. Toi, comment tu penses que cette équipe va arriver face à Manchester United? Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'elle revient bien en forme. Elle a peut-être gagné 4-1 contre Cadiz au Nouvel Anoeta, qui est la Real Arena, maintenant c'est un naming. 4-1 avec un très bon Oyarzabal qui a bien doublé de Isaac, passe décisive magnifique de Januzaj également. David Silva est revenu, il était longtemps blessé, il a joué en deuxième mi-temps, donc ça c'est une très bonne nouvelle au niveau de la qualité du jeu. Surtout qu'en plus en tant qu'ancien Citizen affronter Manchester United, ça rajoute un peu de piquant. Voilà, il y a des joueurs vraiment intéressants dans cette équipe de joueurs formés au club. Moi j'aime beaucoup Soubeldia, Soubimendi, Gros Abel, l'arrière droit, c'est vraiment pas mal. Et il y a Asier Illarramendi aussi qui est revenu de blessure. Alors Illarramendi, c'est un joueur qui était parti au Real Madrid pour une quarantaine de millions d'euros et qui n'a jamais été à la hauteur de ce montant, qui est un très bon joueur de la Real Sociedad et qui est redevenu un très bon joueur de la Real Sociedad. Donc même si là il a eu quelques blessures, mais là en fait ils reviennent tous à un bon niveau. Donc ça va être, ils vont être quasiment à 100%, si je ne me trompe pas. Donc ça va être du lourd pour Manchester United. À voir aussi si la Real va jouer ce match, va jouer cette confrontation. Ouais. Est-ce que Manchester United va la jouer? C'est autre chose, parce qu'il y a évidemment la Première Ligue où il y a 5 points d'écart avec City. Donc est-ce que Solskjaer va être motivé pour la jouer et lâcher des forces et pas faire tourner? C'est autre chose. Mais après, United l'a gagné il n'y a pas longtemps la Ligue Europa. Oui. Donc pourquoi pas surtout qu'après les qualificatifs de la Champions, mais bon, a priori Manchester United va se qualifier pour la Champions. Mais voilà, Manchester United aussi a un passé récent avec cette coupe, donc pourquoi pas réussir la performance. Oui, enfin, après, cette saison dont tu parles, c'était la saison 2016-2017, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une saison où United était totalement largué en championnat et voilà, il se devait de la remporter. Et l'entraîneur, c'était quand même José Mourinho, donc voilà. Oui, et puis il y a eu une demi-finale contre le Celta. Oui. Qui a failli être remporté par les Galiciens. Je crois que ça s'est joué à une frappe de Guidetti. S'il n'y avait pas eu ce faux rebond et que Guidetti avait pu frapper, je crois que c'était à Old Trafford, le match retour, ça aurait pu faire une finale avec le Celta, et finalement c'est United qui est allé et qui a battu l'Ajax, si je ne me trompe pas. C'est ça, en finale. Et l'Ajax qui ensuite avait fait ce parcours en Champions l'année d'après. Donc, potentiellement, mais moi je pense, après je suis pas suffisamment à la Première Ligue pour te le dire, mais vu que United est sevré de titre de champion depuis un petit moment, peut-être que les forces vont se concentrer là-dessus plus que sur l'Europe, d'autant que les Anglais, l'Europe, ça jamais en ce moment, voilà quoi. Ah ouais, c'est vrai que en ce moment c'est assez compliqué depuis le début de l'année là, enfin même depuis 3 ans du coup. Depuis toujours, tu peux le dire. C'est vrai. Voilà, comme quoi De Gaulle n'avait pas forcément tort quand il disait que c'était... Bon, bref. Voilà, là,
Mais est-ce C'est que comme Général si- de Gaulle aurait accepté que Soldier fasse tourner? Ça, c'est autre chose. Ah, ça, fallait lui demander, ouais. Euh, ouais, et donc, c'est vrai que la question, ça va être est-ce que peut-être Manchester United, en fait, enfin, peut-être que OGS va se présenter avec l'équipe type. Moi, je pense voilà, qu'il fera ça, qu'il va se présenter avec l'équipe type à l'aller. Et que si tout va bien au match aller, à l'issue du match aller, en fait, qu'il fera jouer l'équipe B au match retour. C'est souvent ça, c'est souvent ce que font les entraîneurs anglais quand ils s'en sortent facilement en Europa League. Mais voilà, dans le cas d'une équipe type et d'une équipe titulaire, en fait, là, au moment où on se parle, en fait, tous les joueurs sont disponibles, excepté Pogba, qui est blessé, qui reviendra à la fin du mois de février, donc voilà, il sera pas là pour les 2 matchs. Donc Manchester United, en fait, a l'habitude de jouer en 4-2-3-1, et dans les gros matchs, le milieu à 3, c'est toujours Fred et McTominay, et avec Bruno qui est un peu plus haut. Récemment, Pogba était joué un peu sur les côtés, mais du coup, je pense que pour ce match-là, ce sera soit Martial ou Rashford qui seront sur les côtés. Et ils ont un système assez huilé en fait, mais qui est comme assez classique dans le football actuel. Donc c'est ce 4-2-3-1 qui passe en 4-4-2 pour tout cloisonner. Et la question que je me posais, c'est est-ce que la Real Sociedad peut faire péter un peu ce cadenas en passant sur les côtés, sachant que c'est justement sur les côtés, en fait, les côtés qui sont un peu la faiblesse de Manchester United récemment. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire péter ça? Je pense que oui, parce que Mikel Oyarzabal est un très bon ailier, il peut aussi jouer intérieur, donc c'est un joueur imprévisible. Januzaj à 100% aussi, c'est du très lourd. Je t'ai parlé de Goro Sabel, l'arrière droit, que j'espère voir bientôt en sélection, vraiment sur une phase ascendante, donc pourquoi pas. Nacho Monreal il est un peu plus âgé, donc je peux pas vraiment te dire si ça va suffire, mais avec Oyarzabal, il y a moyen. Après, ça s'est joué vertical aussi. Merino, David Silva, c'est des joueurs qui savent appuyer là où ça fait mal. Il y a des très bons automatismes dans cette équipe. Donc oui, c'est totalement possible. Et puis surtout, dans la surface, t'as Isaac qui va prendre de la place, qui peut jouer de la tête, qui peut conclure les actions. Il sait un peu tout faire, Isaac. Donc ça aussi, ça va être. Il peut servir de point d'appui. Ça peut vraiment être gênant dans la surface. Mais oui, en passant sur les côtés, en fonction de qui tu as en face, Oyarzabal, si dans un bon match, ça fait très très mal. Maintenant, il est titulaire avec la sélection, donc faut pas oublier sa phase de progression qui fait je pense que si on est dans les joueurs offensifs, cette saison c'est largement top 5 en Liga. Donc voilà. Et en plus, alors point commun avec Bruno Fernandes, très bon tireur de penalty. Ils ont pas la même technique, mais ils ont un peu les mêmes. Ils ont des gris-gris un peu dans leur course d'élan. Ah bah, j'espère qu'on pourra observer ça des deux côtés. Hein. À séance de tir au but, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Je me posais, voilà, la question c'est est-ce que OGS peut aussi faire un peu ce qu'il avait fait face à Everton en League Cup en décembre, en faisant jouer donc comme d'habitude un 4-2-3-1, mais qui était dans les faits en fait un 3-3-2-2 avec donc le pivot gauche Nemanja Matic qui descendait d'un cran pour passer défenseur central gauche, et les deux latéraux qui montaient en piston pour pouvoir supporter les attaquants, et Bruno Fernandes qui jouait au niveau de Cavani. Je me demande si dans ce cas-là ce serait pas plutôt l'arme ultime pour contrer une équipe qui veut jouer le ballon et qui joue sur les côtés. Oui, c'est sûr qu'après il va y avoir une bataille tactique. Si tu me dis qu'ils vont jouer en 4-2-3-1, qui passent en 4-4-2, c'est plutôt pour se rassurer. Peut-être qu'à l'aller ils pourraient jouer comme ça, de se dire match aller t'as Donostia en plus, donc tu te dis bon, on va quand même bien quadriller le terrain et pas trop être serein sur nos bases pour ne pas encaisser de but, essayer d'en mettre en contre, c'est toujours envisageable. Et peut-être qu'au retour tu prendrais plus de risques. Après, il faut aussi voir ce que Solskjaer va décider
dans l'optique de la Première Ligue. Est-ce qu'il se sert de ce match-là pour tenter quelque chose et dire bon, on va bien voir, essayons cette défense à 3 avec un joueur qui descend en phase défensive? Pourquoi pas? Ça peut être un très bon galop d'essai pour l'APL. Tout ça, après, la Real Sociedad peut aussi jouer en 4-2-3-1 aussi. Ils ont joué en 4-2-3-1 cette saison. Ils ont aussi joué en 4-4-2. Je crois même qu'il y a un match où ils ont joué en 3-5-2. Donc, mais c'est vraiment, là, on est vraiment sur de l'épisodique. Hein. Mais une partie de la saison a été jouée en 4-2-3-1. Donc, c'est même un système préférentiel d'Alguacil. Mais là, franchement, depuis le début de saison, c'est 4-3-3. Donc pourquoi le changer? C'est pas impossible. La dernière fois qu'ils ont utilisé 4-2-3-1, c'est contre l'Atlético de Madrid et ils ont perdu. Donc est-ce qu'ils vont prendre ce cas-là quand ils sont en 4-4-2? Ils ont perdu contre Levante. Donc voilà, est-ce que c'est un système qui va être utilisé? Franchement, je sais pas. Je pense à surtout du 4-3-3. Donc à voir après ce que cherche à faire. Ce que cherche à faire Alguacil pour contrer ça et voir ce que Solskjaer va mettre en place. Après, les systèmes, on sait comment ça fonctionne. Hein. Oui. Tu commences avec c'est ce qui a marqué au début du match et puis après tu le fais évoluer. Donc à voir. Vraiment, ça peut être intéressant ce système dont tu me parles à 3. Après, il y a pas mal de clubs qui essaient de le mettre en place en Liga. Donc est-ce que ce sera surprenant à voir? Oui. D'ailleurs, pour le calendrier, du coup, t'en parlais. C'est, on va dire, pas de chance pour la Real Sociedad, puisque United, en fait, le match précédent, la rencontre, ils vont se déplacer à West Brom, le week-end précédent. Et le week-end suivant, en fait, ils réceptionnent Newcastle United. Donc, ça, voilà, dans l'absolu, ça pourrait peut-être faire tourner en championnat pour pouvoir préparer le match. Mais par contre, c'est après le match retour, Manchester United en fait doit se déplacer à Chelsea, puis à Manchester City. Donc je pense qu'il y aura peut-être une volonté de gérer un peu ce moment de la saison qui va s'annoncer un peu délicat quand tu joues des adversaires directs. Donc je pense, à mon avis, que Jess va tenter de tout mettre vraiment au match aller et ensuite il verra ensuite au match retour. Je pense que ça va être ça un peu sa stratégie. Et je pense que la Real Sociedad peut en profiter aussi à ce moment-là. Ouais, en plus je trouve que tu as l'effectif sous les yeux et franchement l'effectif est quand même bien complet du côté de la Real, même pour les remplacements, c'est pas mal. Je t'ai pas parlé de Porto qui joue sur un côté, qui peut remplacer Januzaj par exemple, ou Oyarzabal s'il y avait un problème. En défense, t'as Zubeldia le Normand, le Français. T'as aussi Modibo Sadian qui joue à Lens, qui est souvent, qui est pour l'instant un titulaire bis, on va dire. Merkelans, Barrenechea aussi, qui est un nouveau joueur, un jeune. Ayel Munoz aussi sur l'arrière gauche, que moi j'apprécie beaucoup, même si Nacho Monreal aussi a l'expérience. Ça évolue entre les deux. Mais voilà, c'est vraiment une équipe très complète, une équipe jeune. Une équipe qui a de la créativité et je trouve que là, comme l'essentiel des joueurs sera disponible, ça va être. Je pense qu'eux ils vont la jouer à fond. Après, les attendements de OGS, ça va regarder Manchester United. Oui, c'est vrai. En priorité évidemment. Très bien. Et maintenant, je voudrais un peu parler de la suite pour la Real Sociedad. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce club d'ici la fin de saison et les saisons prochaines justement, s'installer dans le haut du classement ou devenir une autre place forte du championnat espagnol? Alors déjà, Alguacil va prolonger, donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura de la stabilité normalement la saison prochaine sur le banc. Et ça c'est quand même un très bon signe parce que quand tu veux recruter, les joueurs savent déjà ce qu'il en est, le jeu proposé, ce genre de choses là. Et aussi pour les joueurs qui seraient tentés par un départ peut-être à rester. Oyarzabal, on sait que l'Athletic l'avait un peu dragué pour le transférer. Il est resté, il est capitaine. À voir ce qu'il va faire pour l'Euro. Est-ce qu'il y a aussi une donnée importante pour des joueurs comme ça, même pour Januzaj. Est-ce que tu pars après l'Euro, sachant qu'il y a la Coupe du Monde un an et demi après, ou est-ce que tu gardes la stabilité, tu sais que tu vas jouer
et avec la possibilité de participer à l'Euro. Mikel Merino est aussi dans ce cas-là. Un Goro Sabel peut aussi être dans ce cas-là. Remiro qui pourrait intégrer les gardiens de but parce que Kepa Arrizabalaga à Chelsea, j'ai cru comprendre que c'était un tout petit peu compliqué ces derniers temps et que Mendy était passé devant lui. Et en plus, je l'ai vu en Champions d'ailleurs. Et De Gea, justement, David De Gea, qui moi ne m'a jamais convaincu avec l'Espagne, n'est pas dans la meilleure période de sa carrière non plus. Donc Remiro a été formé à l'Athletic d'ailleurs, ça a été un transfert voilà, entre les deux clubs basques. Remiro est un bon gardien, donc pourquoi pas le voir dans un duel avec Unai Simon, le gardien de l'Athletic, on y revient toujours. Mais voilà, oui, c'est un club qui a le niveau pour se qualifier tous les ans en Ligue Europa, voire en Champions les bonnes années. Le truc, c'est que maintenant, tu as quand même l'Atlético, le Real et le Barça qui sont fixes, donc tu as globalement une place pour te qualifier directement ou gagner la Ligue Europa ou être quatrième, et c'est plutôt Séville qui a la corde en ce moment avec Lopetegui, ça joue vraiment bien. Le départ de Banega commence à être bien assimilé et il y a quand même pas mal de solutions, des joueurs qui se révèlent, donc je pense que cette année ça va être pour Séville encore une fois, la qualif en Champions. Mais après ça a du niveau Betis, Villarreal, j'aimerais bien te dire Valence, mais je pense que Valence est dans les choux pendant un petit moment. Levante, pourquoi pas, avec l'identité de jeu forte, si ça veut rigoler une année, ça peut aller lutter, peut-être pas sur la durée. En revanche, Granada aussi, qui est qualifié pour les 16e de Ligue Europa. À voir ce que ça va donner avec le départ de Diego Martinez, leur entraîneur, qui devrait avoir lieu l'été prochain. Mais la Real Sociedad, clairement, entre ses installations, son histoire, ses joueurs actuels et le fait qu'Alguacil reste, oui, c'est un club qui va rester premier tiers du championnat à coup sûr. Je pense pas qu'on va pas revivre une descente de la Real dans les prochaines années. Hein. Je veux dire, c'est impossible. Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Hein. L'Espagnol était européen et est descendu l'année dernière. Donc tout peut arriver. Hein. Mais franchement, vu l'organisation du club, ça m'étonnerait fortement. Et puis les joueurs qui arrivent, les jeunes joueurs qui sortent du centre et qui arrivent en équipe première, il y a quand même très très peu de chances pour que le club descende sous la 10e place pour moi. Hein. Oui, bah, d'ailleurs, est-ce que tu peux sortir 2-3 noms pour nos parties de Football Manager ou pas? Alors, sous réserve de bien le prononcer, Barrenechea évidemment, Roberto Lopez. Alors, ces deux joueurs-là, on a fait des portraits dans Foya Liga, donc si ça vous intéresse. En plus, il y a Roberto Lopez en début de saison et Barrenechea il y a 1 an et demi, facile. Goro Sabel, évidemment, Ayen Munoz, que moi j'aime bien en arrière-gauche, Zubeldia, qui est un très très bon défenseur, Subimendi aussi, qui va être qui va percer, qui commence à se révéler, mais je pense que l'année prochaine ce sera encore mieux. Ander Guevara aussi, qui joue au milieu. Ouais, ce sont vraiment de très bons joueurs de foot. Ouais, très bien. En tout cas, tout ce qu'on peut souhaiter à ce club, c'est qu'il puisse accueillir la Ligue des Champions, parce que là, je vois des photos du stade après la rénovation et il est magnifique. J'y suis passé il n'y a pas très longtemps, effectivement, ça change. Moi, j'étais allé au Vieja Noeta avec la piste, au milieu, et prendre des photos là-bas, c'était très très compliqué. T'es un petit peu loin du terrain, et c'est vrai que maintenant, alors j'ai juste vu l'extérieur, mais même quand on voit les images de l'intérieur du stade, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment devenu vraiment un bel endroit. Et les stades, des fois on hésite à savoir s'ils doivent être refaits, remodelés ou quoi que ce soit. Là pour le coup, c'est une belle réussite. Ah oui. San Mamés, par exemple, c'est différent. C'est un très beau stade. Là, j'y suis carrément rentré. J'ai vu des matchs, j'y suis allé aussi vide. Et ça n'a rien à voir avec la cathédrale. C'est complètement différent. Ça ressemblait à Atocha, l'ancien stade dans les années 80 justement, de la Real, qui était un peu coupe-gorge, un peu bien le Pays Basque comme on se l'imagine à l'ancienne, quoi. Mais oui, le nouveau stade est cool, et ça, c'est vraiment un stade qui veut faire Ligue des Champions, qui a abrité la Ligue des Champions mais féminine, le Final 8 de la Champions féminine l'été dernier avec l'Athletic. Et oui, c'est un beau stade, il y a une belle équipe, il y a un entraîneur vraiment ambitieux qui fait bien jouer son équipe et qui surtout ne la ramène pas trop. Parce qu'il y en a qui parlent beaucoup et qui font pas grand chose, et lui, il est discret
ça joue bien, il y a une vraie ambition dans le jeu. Donc oui, puis après, évidemment, pour les Français, il y a toujours ce lien avec Denouex, avec Montagny, avec Griezmann, qui fait qu'il y a toujours une petite sympathie pour la Real. Donc oui, c'est un club qui mérite de jouer l'Europe tous les ans, ça c'est évident. Oui, et d'ailleurs, là, tu as parlé de la bourre, enfin, de comment je pourrais dire ça, des liens avec la France, mais le stade, en fait, il fait très stade anglais, hein, je trouve. Exactement, là, mais comme même San Mamés aussi a eu cet objectif-là de rendre, de mettre les tribunes proches. Et alors après, San Mamés, tu prends les vieilles images. Oui. C'était très très proche du terrain. Hein. C'était le vieux San Mamés. C'était très les spectateurs jouaient avec les parce que c'était un stade qui était très droit. C'est ça que la cathédrale d'ailleurs. C'était très droit et t'avais une acoustique incroyable. Là maintenant, il est un peu plus évasé, il est plus grand, mais tu as toujours cette proximité avec le terrain. Moi j'allais voir un match, j'étais au 4e rang, j'étais arrière gauche. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment le stade est vraiment bien. Et ça, ce côté proximité avec les joueurs, tu l'as encore plus à Anoeta parce qu'avant, tu étais vraiment très très éloigné. Donc forcément, quand tu es supporter et que tu le changes, c'est le même stade, c'est le même endroit, mais voilà, tu as changé de monde, quoi. Donc évidemment, c'est tout bénef pour les joueurs et pour les supporters. C'est ça. C'est un très très bon endroit pour te régaler. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est toujours amusant de pouvoir voir son voisin d'en face quand tu es au stade. Je sais pas, moi, c'est... ouais, exactement. Quand tu arrives à discerner son visage, je trouve ça toujours drôle. Mais les stades basques sont vraiment sympas. À la Vesse, Manisolos, c'est pas mal. Et je suis allé plusieurs fois à Ipurua, à Ibar. Si vous voulez faire un petit trip Pays Basque et foot, ouais, vous êtes quoi vous régaler. Franchement, après, il y a tous les petits stades... des petites villes et tout ça, où, par exemple, Ombali, d'où vient Unai Emery, t'es au bord de la mer. Le stade est au bord de la mer. Donc, voilà, t'as des endroits qui sont vraiment très sympas pour voir des matchs. Bon, après, je te parle de 3e, 4e, 5e division, hein, mais t'as toujours des bons endroits. En plus, il pleut toujours au Pays Basque, mais c'est vert, donc en plus, c'est vraiment joli, quoi. Donc les couleurs sont harmonieuses et tout. Donc, ouais, c'est des tripes foot Pays Basque que je recommande, vraiment. Ouais, du coup, là, en fait, donc l'Angleterre a influencé tout au Pays Basque, même la météo, c'est ça? Exactement. En plus, Fred Pentland a été un entraîneur, peut-être le plus grand entraîneur de l'Athletic, et puis le seul entraîneur anglais, parce qu'il y a eu des entraîneurs écossais et gallois, donc il y a eu Toshak et Coleman qui étaient gallois, et Moyes qui est écossais, mais le seul c'est un certain Harry Love, et figure-toi qu'Harry Love c'est le joueur le plus vieux de l'histoire de la Liga. Voilà. Et pour l'anecdote, il y avait un déplacement à Valence dans les années 30, et comme il n'y avait pas beaucoup d'argent et que les changements étaient interdits, ils sont partis à 11 joueurs. Un joueur a été malade, et donc c'est l'entraîneur qui l'a remplacé à 48 ans passés. Voilà. Après, Valence a gagné, mais une raclée, il y a eu 7-1, un truc comme ça. Mais oui, c'est ça, 7-1. Mais Love est resté dans le livre d'histoire parce qu'il avait plus de 48 ans, il s'est improvisé 11e joueur pour ce match-là. Voilà. Donc même sur un seul entraîneur à la Real Sociedad a marqué l'histoire du club et de l'Espagne entière. Et ben voilà, ça vous a intéressé? Là je parle aux auditeurs, est-ce que ça vous a intéressé? Et ben si vous voulez en savoir plus, fourialiga.fr. Ouais, exactement. Voilà. On essaye, et puis et la prochaine fois, si on reparle de la Real, je t'apprendrai à prononcer Chuli Holdin. Le surnom des Basques, Chuli Holdin, ça veut dire bleu et blanc. Ah non, je vais éviter. Hein. Et je vous conseille d'aller voir. Alors, si vous avez 2 minutes à perdre, vous allez prendre l'hymne de la Real Sociedad, ça va vous rester en tête pendant des jours. Ah, ok. C'est un hymne, c'est assez imparable. Je vous le garantis, c'est imparable. Ouais, un peu comme l'hymne écossais, je pense, ça fait le même. Exactement. C'est un truc, ça vous, sous la douche, ça fonctionne à tous les coups. Bon, bah, sur cette douce mélodie, on va se laisser du coup. Bah, merci à toi François Miguel du coup. On te retrouve donc sur Fourialiga. Et voilà, vous parlez à la fois de football actuel et de football rétro. Et, on essaye, et puis on aura évidemment une couverture de ce match-là avec une grosse prévia Ligue Europa et les notes du match. Juste après, on pourra les confronter justement entre God Save the Foot et nous. Et puis voilà, ça va être un chouette match. C'est vraiment la Ligue Europa permet encore de voir des affiches un
pas improbable, mais un peu dans ce goût-là. On découvre encore des équipes. On n'est pas dans la Champions qui est plus mode Super League, pas encore officialisé, mais tu vois, avec un peu les mêmes affiches. Et là, on a quand même des matchs un peu plus improbables. Donc, tu vois, si on avait dit qu'un jour il y aurait un Naples-Grenade, tu vois, je t'aurais pas cru. Tu vois, moi, j'ai vu le dernier match de Tony Adams au stade, comme entraîneur de Grenade. Tu m'aurais dit dans 3 ans, il y aurait un Grenade Naples. J'aurais fait bon, allez, hein. lâche cette bière. Voilà, t'as des matchs comme ça, et c'est vraiment, c'est les dernières compétitions où on peut encore découvrir le foot. On verra avec la conférence, la fameuse coupe conférence, mais voilà, c'est ouais, ça c'est un beau match. C'est vraiment un beau match qui s'annonce, et j'espère que le spectacle sera en rendez-vous. Voilà. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. À bientôt.